Bonsoir, chers amis, et bienvenue sur la plateforme virtuelle de la Maison Russe à Bruxelles. Сегодняшняя экскурсия по виртуальному русскому музею, следующая в серии мероприятий, которые мы готовим вместе с этим замечательным, крупнейшим в мире собранием произведений русского искусства, будет проходить при синхронном переводе на французский язык. Поэтому, если вы хотите продолжать слушать нас по-русски, вы можете ничего не делать. Это основная дорожка. Если же вы хотите переключиться на французский язык, то нажмите, пожалуйста, на иконку с изображением глобуса внизу справа вашего экрана. La visite virtuelle par le musée d'État russe, une des collections les plus importantes dans le monde des œuvres d'art russe, la plus importante collection en fait, se fera avec une traduction simultanée en français. Donc, si vous voulez continuer de nous écouter en russe, vous pouvez ne rien faire. Si vous voulez switcher à la piste française, il vous suffit de cliquer sur l'icône de globe en bas à droite de votre écran. И теперь я буду говорить по-русски. Maintenant, je vais parler en russe parce que maintenant nos interprètes ont commencé leur travail. Je les remercie d'avance pour leur aide. Et je voudrais également préciser que vous pouvez laisser vos commentaires et également poser vos questions. Pour le faire, vous pouvez utiliser le chat qui se trouve dans l'icône de chat et en bas de votre écran Zoom. Vous pouvez saisir vos questions dans le chat, mais également vous pouvez poser vos questions en levant votre main oralement. Donc, si techniquement tout ira bien, on pourrait vous ouvrir le micro pour que vous puissiez parler. Donc, maintenant, je voudrais vous présenter les personnes qui participent, la personne qui participe dans notre projet, qui n'a pas besoin d'être présentée pour ceux et celles qui la connaissent, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, je voudrais vous présenter Madame Valentina Gorlava, qui est la chef des excursions du musée d'État russe. Valentina, je vous passe la parole. Merci et bonsoir. Et aujourd'hui, on va vous présenter le peintre, l'un des plus connus et qui a atteint la gloire et la réussite durant sa vie. Et ce peintre était le premier peintre reconnu en Europe. La France et l'Italie, elle appréciait beaucoup ce peintre. Et en octobre de cette année, nous avons organisé une grande exposition pour son 225e anniversaire depuis la naissance de Karl Brülov. Nous avons présenté plus de 300 peintures, beaucoup de musées russes ont participé dans cette exposition, y compris également les collections privées ont été présentées. Mais aujourd'hui, on va voir les toiles qui sont représentées dans la collection du musée russe, dans ces grandes salles académiques. Ce sont les travaux les plus importants, les travaux iconiques de Karl Brülov. Et ainsi, nous pourrions comprendre pourquoi il a pu atteindre cette gloire et cette réussite pendant sa vie. Donc, c'est un peintre du genre historique et dès qu'on prononce le nom Brülov, on se rappelle d'une de ses meilleures toiles, Le dernier jour des Pompéi. Donc, la collection est assez vaste et aujourd'hui, on va voir avec vous les portraits et les travaux
les premiers travaux de Brûlov et également la peinture dernier jour des Pompées. Donc, je vous présente Karl Brûlov, le grand peintre de la première moitié du 19e siècle et qui a vécu et travaillé dans la Russie, en Russie, pardon, et également en Italie. Il est né en 1899 et donc cette année, il aura son anniversaire de 225 ans depuis sa naissance. Et donc Karl Brûlov est né au cœur de Saint-Pétersbourg dans la famille de sculpteurs Brûlov. Donc son père était français d'origine. Ses ancêtres étaient venus en Russie à la fin du XVIIIe siècle. Au début, ils étaient installés en Allemagne, ses ancêtres, et ensuite ils sont venus en Russie. Donc, Karl Brûlov a changé son nom de Brûlot à Brûlov parce que souvent on l'appelait Brûlot avec la prononciation russe. Donc, il a eu une très bonne éducation dans sa famille et son père était très strict envers ses enfants. Il leur donnait plein de devoirs, dont la peinture. Et justement, Karl disait lui-même que c'est son père qui l'avait appris à bien travailler soigneusement ses dessins, ce qui a été très utile pour le peintre plus tard. À cette époque, on pouvait entrer dans l'Académie des Beaux-Arts à partir de très jeune âge. Et donc, Karl Brûlov a été admis dans cette académie à l'âge de 10 ans. Et parmi ses pairs, il n'a pas été reconnu. Personne ne l'aimait parce que personne ne le croyait qu'il pouvait aussi facilement faire les devoirs de ses professeurs. Ses pairs lui disaient que soit son grand frère qui lui faisait des dessins, soit le père de Karl Brûlov qui faisait ses devoirs. C'est ainsi qu'est passé les années d'étudiants de Karl Brûlov. Pendant cette époque, les étudiants en fait, faisaient leurs études pendant 12 ans. Et finalement, la formation obtenue dans cette Académie de Beaux-Arts était de très haut niveau. Et donc, dans la collection, nous avons également le travail de sa période académique, y compris la toile qui s'appelle Narcisse qui contemple son reflet dans l'eau. Et donc, Karl Brûlov était admis dans la classe historique de la peinture et qui était une des meilleures formations en Russie à l'époque. Et son professeur était un peintre, Andrei Ivanov, qui est le père d'Alexandre Ivanov, qui est l'auteur de la peinture L'apparition du Christ au peuple. Et donc, Andrei Ivanov a bien remarqué les capacités de son jeune étudiant. Et donc, tous les étudiants devaient passer les épreuves. Donc, il y avait des médailles qui ont été en fait données aux étudiants. Il y avait une petite médaille en argent, il y avait la moyenne et la grosse. Et donc, l'épreuve la plus importante, c'était de participer dans le concours pour la grande médaille en or, qui ouvrait beaucoup de portes pour les étudiants, y compris le voyage gratuit pour les élèves au compte de l'Académie des Beaux-Arts.
Une grande attention a été portée au dessin dans l'académie, une grande attention a été portée à l'anatomie et dans cette époque, les étudiants ne passaient pas d'une année à l'autre, mais d'une classe à l'autre. Donc, il y avait une classe euh, inférieure et la classe supérieure dans laquelle on dessinait la nature, et, en fait, le corps humain. Et il, est- il y avait les étudiants qui pouvaient en 6 mois passer dans la classe inférieure à la classe supérieure, alors que certains de ces élèves pouvaient y rester pendant 8 ans. Et donc, pour Brulov, il a pu passer à cette classe supérieure très rapidement, et donc il a eu un devoir de peindre le corps humain. Et pour Karl, c'était en fait ce devoir il était simple, et donc il a également peint un paysage, et donc euh, il a dessiné cet homme sous en fait sur le fond d'un paysage. Et donc euh, au cœur de cette peinture, c'est un mythe de Narcisse, un jeune homme dont la nymphe Eka était amoureuse, mais Narcisse ne lui répondait pas. Donc, la nymphe est disparue, seule sa voix est restée. Et donc, les sœurs de cette nymphe ont voulu se venger. Ils ont appelé au dieu Hérote, au dieu de l'amour. Et donc, euh, l'Hérote a envoyé les flèches dans le cœur des hommes. Et donc, l'Hérote a envoyé une flèche dans le cœur de Narcisse. Et cette flèche, en fait, il a créé un amour. Un jour, Narcisse, quand elle a vu sa réflexion dans l'eau, il est tombé amoureux de lui-même. Il n'a pas pu détacher son regard de sa propre euh, réflexion dans l'eau. Et donc, il est mort à cause de l'amour envers lui-même, et il est devenu, après sa mort, euh, une jolie fleur. Donc, le dieu Hérode était représenté comme un bébé de Eros. Euh, donc, sa flèche est déjà entrée dans le cœur de Narcisse. Il ne peut pas détacher ses yeux de sa propre réflexion. Et pour cette peinture, Brulov a réussi à obtenir la petite médaille d'or. Donc, les sujets pour les médailles étaient souvent les sujets bibliques ou mythologiques. Et le sujet qui a été proposé à Brulov l'année de sa dernière année, c'était un sujet biblique. C'était l'apparition d'Abraham. Et donc, c'est pour cette peinture que Brulov a reçu la grande médaille d'or, et également la possibilité de voyager à l'étranger. Pour les gens qui vivaient au 19e siècle, l'Italie était le pays rêvé parce qu'il y avait beaucoup de soleil par rapport à Saint-Pétersbourg. Et l'Italie était le pays qui conservait plusieurs génération des arts à partir de l'Antiquité et jusqu'à la Renaissance. Et c'est là qu'il voulait aller Brulov. Mais l'année quand il
avait en fait réussi ses examens de fin d'études. Il n'avait pas de possibilité d'aller en Italie et donc un an après, Brylov va avec son frère aîné en Italie. Le voyage était difficile et ils ont dû traverser toute l'Europe. Et finalement, après un an de voyage, Karl Brülov s'est retrouvé en Italie. L'Italie est devenue pour lui la deuxième patrie. Il va adorer l'Italie. Sa vie va être étroitement liée avec Rome. Et en Italie, les étudiants devaient tous les mois présenter leur rapport au professeur et ces rapports devaient être envoyés à Saint-Pétersbourg et parfois le voyage, en fait, le temps pour ces rapports à atteindre Saint-Pétersbourg, il fallait attendre également un an ou deux. Donc, Brûlov est devenu un novateur parce que le XVIIIe siècle dans la peinture russe est considéré comme une époque des portraits et donc au début du XVIIIe siècle, les peintres commencent à peindre les peintures historiques et les portraits historiques et Brûlov était l'un des premiers qui a envoyé un rapport où il raconte la vie simple des Italiens. Et donc, avec son rapport a été envoyé à la peinture de Brülov qui s'appelle Le Midi italien ou l'italienne cueillant les raisins. Et donc, Brülov a vu une scène euh, euh, dans une des villes italiennes où il a vu une jolie jeune femme qui cueillit les raisins et Brülov apprécie beaucoup sa jeunesse, euh, sa, sa, sa santé, sa belle santé. Et donc, le nom de la peinture, c'est le Midi italien. Et le midi est juste le sommet de la journée, ainsi que cette fille qui est au sommet de sa vie. Et donc, elle est en train de cueillir les raisins et on peut vraiment sentir comme dans ces raisins, on peut retrouver sous la peau ce jus sucré. Et donc, après que cette peinture a été montrée à Saint-Pétersbourg, elle a suscité beaucoup de opinions différentes parce que dans les bases de la classicisme, on trouvait des idéaux de la Grèce antique. Euh, Quand on voit ici une peau, un visage un peu rose avec des grands yeux. Cette image a suscité des critiques, mais l'impératrice l'a défendu et ainsi ce travail se retrouvait dans la collection de l'empereur finalement. Et c'est ainsi que Brülov a pu obtenir sa première reconnaissance. Donc Brülov a continué à travailler en Italie où il fait connaissance avec beaucoup de personnes importantes. C'est là qu'il va faire connaissance avec la grande duchesse Elena Romanov qui était l'épouse du grand duc Mikhail Romanov. Il était le quatrième fils de l'empereur Pavel I qui commence son règne en Russie à la fin du XVIIIe siècle. Et du coup, c'est en 1824, c'est le mariage du grand-duc Mikhail Pavlovitch Romanov avec la duchesse de Luttenberg, Charlotte Frédéric Marie. Donc, c'était son prénom avant qu'elle s'est convertie au christianisme.
Elena Pavlovna et Mikhail Pavlovitch ont finalement vécu leur vie dans leur propre maison qui a été bâtie pour eux. C'est le palais Mikhailovski et c'est lui qui abrite la plus grande partie de l'exposition du musée russe. Elena Pavlovna a été parmi les femmes les plus progressistes de son époque. En 1828, la grande duchesse Elena Pavlovna rencontre Karl Brulov. À ce moment-là, elle arrive en Italie, donc elle voyage à travers ce pays. Et du coup, elle commande son portrait. Brulov a exécuté plusieurs portraits de Elena Pavlovna. Ce que vous voyez sur l'écran, c'est son grand portrait d'apparat. Brulov a bien tenu compte de l'expérience des peintres européens, mais l'a transformé à sa manière. Il s'agit de l'héritage de Van Dyck, Rubens, et donc d'une partie en s'appuyant sur les traditions du portrait européen, d'autre part sur les traditions du portrait de l'école picturale russe. Brulov crée ce phénomène tout à fait extraordinaire qu'on va appeler par la suite portrait tableau. Et donc, normalement, Brulov présente ses héroïnes sur le fond de la nature. Et bien évidemment, il y a aussi des rideaux et des colonnes qui font partie intégrante de tout portrait d'apparat dans l'art russe et européen. Donc, nous voyons la belle Yelena Pavlovna sur le fond d'une jolie villa en manoir. Elle est accompagnée de sa fille Maria. Ils partent apparemment pour une promenade. Nous voyons sa belle coiffure, sa peau couleur porcelaine, son visage d'une aristocrate. Et donc, en contraste avec le visage de la mère, Brulov peint le portrait de sa fille. Donc, c'est une fille qui est probablement qui a autour de 5 ans. Donc, selon la mode de l'époque, avant 6 ans, les petites filles portaient des robes courtes. Donc, après, plus la jeune fille grandissait, plus longue devenait sa robe. Le visage de la mère est plutôt impassible, et tandis que sur le visage de la petite fille, on voit beaucoup d'intérêt pour tout ce qui les entoure. Et il faut aussi noter un joli parapluie bleu qui, en fait, relève la beauté, tout le charme de ce visage enfantin. Brulov a été également un coloriste extraordinaire. Il adorait la couleur rouge notamment. On peut le retrouver presque sur tous les tableaux avec différentes nuances. Donc ici, nous voyons ce rideau rouge et aussi une robe blanche avec la facture de soie. C'est probablement une robe de soirée. Et il y a aussi une petite écharpe, une voile de gaze toute légère accroché sur son bras avec ces nuances de différentes couleurs. Et un autre élément qu'on va souvent retrouver sur les tableaux de Brulov, c'est un escalier. C'est l'escalier qui permet de présenter le dynamisme, le mouvement et aussi cette lumière et le parc sur le fond du tableau. Et les deux figures féminines, l'adulte Elena Pavlovna et la toute jeune Maria Mikhailovna Romanova. Ce portrait a connu un grand succès, a été reconnu. Elena Pavlovna l'a beaucoup aimé. Aujourd'hui, ce portrait fait partie de la collection de la salle d'apparat. Donc, il y a une légende qui veut que c'est Elena Pavlovna qui a été la muse et qui reste la muse et la conservatrice, la patronne, si vous voulez, de tout ce qui est de bien dans le musée russe. Donc, comme je disais, à cette époque-là, Brulov voyage à travers l'Italie. Il fait connaissance avec plusieurs personnalités célèbres. Et à ce moment-là, les études archéologiques de la ville de Pompéi sont en cours. Et donc, dans le cadre de ce voyage, Brulov, accompagné d'Anatoly Demidov, se rend au pied du volcan Vésuve. Et donc, en se promenant dans les ruelles de cette ville,
on ne peut pas échapper des ruines et avec ces ruines, un sentiment extraordinaire qui te fait tout oublier, écrit Brulov, à part cette catastrophe que la ville a traversée, comme nous le savons, en 1er siècle après Jésus-Christ, 79, Vésuve. Il y a eu l'éruption de Vésuve et il y a eu 2 villes au pied de la montagne. Et donc, le 24 août 79, les 2 villes ont été complètement détruites avec près de 2000 morts. En 1748, un ingénieur militaire, Roccheto Cucchieri, lance des fouilles archéologiques sur le lieu de cette tragédie et la découverte de Pompéi est une véritable sensation. Bien évidemment, cette découverte a par la suite influencé l'œuvre de plusieurs artistes. Donc après que le tableau Le dernier jour de Pompéi a déjà fait son grand tour à travers l'Europe, il y a aussi un roman historique par Edward Bulwer Lytton sous le titre de Mort de Pompéi, sous le titre Les derniers jours de Pompéi voit le jour. Et en 1825, il y a aussi un opéra par Giovanni Puccini, compositeur italien, qui est également consacré à la destruction de Pompéi. Donc, il y a une œuvre littéraire, il y a une œuvre musicale, et Karl Brülow a eu cette idée de transmettre ce sujet sur le tableau. Donc, les petites ruelles de la ville avec le système de canalisation, le système d'approvisionnement en eau bien conservé, ce qui en fait témoignait d'un très haut niveau de développement de la ville, avec aussi les mosaïques qui témoignaient de l'art bien présent. Tout cela a impressionné Brülow et du coup il se lance dans la création de cette œuvre monumentale. La composition du tableau, là encore, est d'une fois basée sur les traditions classiques qui dominaient l'art à cette époque-là, et d'autre part, il y a aussi des éléments romantiques. Le romantisme monte en puissance, si on peut le dire comme ça, en Europe. Donc, il y a cette idée de la tragédie, et d'autre part, le sujet clé du romantisme, c'est la lutte de l'être humain contre les forces de la nature. Et là encore, Brülow se présente en tant que novateur, comme un véritable compositeur du tableau. Il n'y a pas de personnage principal sur cette toile. Tous les participants de cette tragédie le sont. Donc Brülow divise ces personnages en groupes comme des épisodes séparés et qui forment un triangle. De par les règles de la composition classique, le triangle est l'une des figures les plus répandues. Donc, essayons de regarder un peu plus près la scène de la tragédie. Dans son enfance, Brülow lit le livre de Plinius qui parle des derniers jours de Pompéi. Il s'agit des lettres de Plinius à Cornelius Tacite et du coup, elle a été imprégnée par cette description des cendres qui tombaient sur la ville. Et pour transmettre cette horreur, Brülow peint sur le fond de ce tableau en feu gigantesque qui monte jusqu'au ciel. Et tout le ciel est percé par les éclairs et le tonnerre. Pour que le spectateur puisse ressentir la force de ces secousses, il peint des sculptures en marbre qui tombent. Et donc, tous les habitants de la ville, complètement épeurés, quittent la ville avec leurs proches. Vous voyez, par exemple, un groupe qui comprend un jeune homme qui porte dans ses bras une jeune fille. Nous voyons que son bras
est là sans vie, donc peut-être c'était leur fiançailles ou leur mariage, et donc le jeune homme essaye de la sauver. À leur côté, sur les marches de l'escalier, il y a une femme assise à côté d'elle, un jeune homme. C'est facile d'imaginer leur dialogue qui est basé sur les gestes des mains. Donc Brülow met l'accent sur le gestuel des deux personnages. Nous voyons que la femme âgée semble repousser son fils en lui disant sauve-toi, file, je n'ai plus de force, tandis que le jeune homme, à son tour, tient la main de sa mère très fort contre son cœur, comme s'il disait non, je ne vais pas te laisser, je t'aime. Après, nous voyons un garçon et un soldat qui portent un vieillard qui ne peut plus marcher. À gauche, nous voyons les scènes de l'amour maternel, les mères qui essayent de recouvrir leurs enfants du feu. Il y a par exemple ce groupe avec une femme qui prend dans ses bras deux adolescentes. L'une des jeunes filles a croisé ses mains dans un geste de prière. Elle a levé ses yeux vers le ciel. Donc, quand il n'y a plus d'espoir, c'est à Dieu que les gens s'adressent. Au centre du tableau, un Brülow peint une femme morte. Donc, c'est probablement l'une des premières victimes de la ville. La femme est tombée du cheval, il y a une roue qui s'est détachée. La femme est déjà morte, mais à côté d'elle, il y a son enfant. Ce contraste du corps mort de cette belle femme et l'horreur qui traverse le visage de ce petit enfant. Brülow met l'accent sur cette femme par la couleur avec le tissu jaune. Et en contraste, il y a aussi un morceau de tissu bleu qui est juste à côté. Donc, ce contraste du jaune et du bleu, du chaud et du froid, ça attire tout de suite le regard du spectateur. À côté d'elle, nous voyons quelques objets. Donc, ça fait une très belle nature morte. Et en fait, il s'agit des objets retrouvés lors des fouilles archéologiques qui ont été par la suite conservés dans le musée de Naples et que Brülow a visité. Il y a par exemple un petit coffret, il y a un chandelier, un miroir. Et un autre petit détail que Brülow ajoute, c'est la clé. Donc quelqu'un apparemment a pris les clés de la maison en partant, donc en espérant probablement quand les forces de la nature vont se calmer, il va revenir chez lui. Mais nous savons que malheureusement, ça ne sera pas le cas. Du coup, les clés ont tombé de la poche et sont laissées par terre. Sur le fond arrière, nous voyons un escalier, c'est la sortie de la ville. Il y a des témoignages qui disent comment les gens ont essayé de s'embarquer sur les bateaux pour quitter la ville. Donc, il y a encore des personnages très variés. Il y a un prêtre chrétien, il y a puis il y a beaucoup d'autres personnages. Les gens sont pressés en cherchant à quitter le plus rapidement possible ce lieu sinistre. Et la seule personne qui semble figée, qui s'intéresse à peine de ce qui se passe, c'est un jeune homme qui nous regarde droit dans les yeux. C'est le peintre. Et donc, chacun porte en fait ce qu'il a de plus précieux. Et le peintre porte sur sa tête une caisse avec ses instruments de peinture, ses pinceaux. Et donc, le peintre a tourné la tête pour regarder la ville. La dernière fois, c'est en fait l'autoportrait du peintre. Et c'est lui-même qui le représente. C'est son autoportrait. Voilà, un jeune homme très beau. Les contemporains de Karl
Brülow le comparait souvent à Apollon de Belvédère. Bon, Karl Brülow a été flatté. En plus, Apollon est patron des arts. Et à côté de lui, il y a une jeune fille avec une voile bleue sur sa tête. Ce portrait féminin, comme bien d'autres portraits féminins sur ce tableau, ont bien leur prototype. Cette fois-ci, pour cette femme-là, ça a été une amie de Karl Brülow, la comtesse Julia Samoilova. Nous allons encore revenir à Julia Samoilova, mais quand le tableau a été achevé, il a été exposé à Rome et la critique a prodigué des louanges. Après, il a été exposé à Milan et puis il a été transporté en France. Il faut dire que la critique française s'est révélée plus froide, plus retenue, mais les professionnels ont bien pu l'apprécier à sa valeur et Brülow a gagné la grande médaille d'or, ce qui a été rare à ce moment-là. Donc, au moment où ce tableau a été exposé à Paris, un écrivain écossais célèbre, Walter Scott, a été aussi. Donc, elle a pris le temps pour observer le tableau, puis elle a fait connaissance avec Brülow. Il dit, vous savez, moi, je crée des épopées dans la littérature et vous avez créé une véritable épopée dans la peinture. Les échos de ce succès ont été connus même, sont arrivés jusqu'à la Russie. Et du coup, l'empereur exprime sa volonté de voir le tableau. Le tableau est transporté en Russie et est offert comme cadeau à Nicolas Ier. Par la suite, le tableau est exposé dans la salle ronde de l'Académie impériale des sciences. Et Brülow, qui rentre à Saint-Pétersbourg en 1835, est reçu avec également beaucoup de louanges, beaucoup de succès, et il obtient la couronne de laurier de l'empereur. Brülow a été bien évidemment fier, mais il continue son travail, il continue à exécuter des commandes en Russie, en Italie. Comme ça, on peut parler des périodes russes et italiennes dans son œuvre. Brülow exécute sur commande surtout des portraits, et donc nous allons regarder l'un de ces portraits qui a été créé pendant sa période russe. Pendant un certain temps, Karl Brülow habitait à Moscou et c'est un portrait d'un écrivain très célèbre, le comte Alexeï Tolstoï, dans sa jeunesse. Donc sur le portrait, le comte Alexeï Tolstoï a 19 ans. Voilà, un portrait magnifique. Le comte est représenté à la chasse, une composition assez intéressante. Alexeï Tolstoï est l'auteur de toute une série d'œuvres, le Conte argenté par exemple, puis il y a aussi un poème lors d'un bal. Et elle a été co-auteur des frères Jemtchugov sous le pseudonyme de Kozma Prudkov. Il crée des aphorismes pleins d'esprit. Et voilà, Brülow exécute le portrait, réalise le portrait de ce jeune homme, mettant l'accent sur sa jeunesse avec la forme du visage ovale, ses joues arrondies, ses lèvres arrondies. Et le jeune homme semble soit écouter les sons de la forêt, soit peut-être il a entendu le chant des oiseaux. Donc voilà, il y a cette attention particulière. À côté de lui, il y a son chien. Et là encore, Brülow
met l'accent sur les caractéristiques de ce chien particulier, de cette race-là. Puis il y a aussi un fusil, il y a un sac de chasse. Et Brulov se montre comme un peintre tout à fait extraordinaire qui peint cette facture, ce veste. Et il y a cette touche courte qui représente ses cheveux bouclés. Pour la première fois, Brulov fait un paysage traditionnellement russe avec des sapins et avec toute la beauté de ce paysage russe. Alexei Konstantinovitch est également connu par le fait que son oncle maternel était un écrivain très connu. Et donc, Antoni Pogorelski, pour Alexei Tolstoï étant petit, il écrit un conte de fées qui s'appelle La poule noire et dont l'héros principal est un petit garçon qui s'appelle Alosha. Donc maintenant, on va faire la connaissance avec son oncle qui était l'écrivain. Peut-être dans notre époque, ces travaux ne sont pas aussi connus aux lecteurs modernes. Donc, c'est le portrait d'Alexei Perovski. Donc, il écrivait sous le pseudonyme d'Antoni Pogoreski. Il a peint beaucoup de travaux, pardon, il a écrit beaucoup de contes dont le plus important et le plus connu est La poule noire. Lui-même, l'écrivain, menait un style de vie très isolé, donc on peut voir ici que cette personne, cet écrivain est assis sur une terrasse. C'est un portrait qui a l'histoire très intéressante également. Pogorelski a fait sa connaissance avec Brylov en Italie et en Italie, il a commandé un portrait, en fait plusieurs portraits de membres de sa famille et Karl avait un trait de personnalité particulier. Il ne tenait pas forcément ses promesses. Donc, et quand il revient en Russie de l'Italie, euh, comme Pushkin écrivait, Pogorelski littéralement a dû le capturer et ne pas le laisser partir jusqu'à ce que Karl ne peint pas ce portrait. Et donc, ici, on voit une personne très intelligente et tous les portraits de la première moitié du 19e siècle, ce sont les portraits dont le héros principal sont les aristocrates. Et donc, ce portrait n'est pas une exception. Nous voyons ici une personne un intellectuel, une personne intelligente. On voit la personne qui se trouve dans sa résidence, qui est habillée d'une robe de chambre. Et donc, on peut quand même deviner le travail intellectuelle de la personne représentée sur ce portrait. Donc, Brulov, il s'est montré en tant que peintre un portraitiste dans tous ses peintures. Et donc, un de ses portraits a été écrit en 1839 à la commande de capitaine Afanasy Shishmarov. C'est un portrait de sœur Shishmarov. C'est ainsi qu'il a été connu par le public. Donc, c'est un portrait qui est très beau, avec des belles couleurs, et en même temps, on peut y retrouver quelques notes éphémères. Donc, c'est une scène de genre, et tout cela est fait sur ce portrait des sœurs Shishmarov. Donc, leur père était une personne, en fait, un aristocrate et qui travaillait au théâtre. Donc, il
Il avait ses propres chevaux et ses filles sont habillées des costumes très à la mode et elles s'apprêtent à faire une balade sur le dos de cheval. Et donc, encore une fois, on voit ici en fait, l'escalier qui souligne le moment de mouvement sur le portrait et la sœur aînée, Alexandra, va vers l'avant sur cet escalier et juste pour un moment, elle ouvre ses yeux envers le spectateur. Son costume est très beau. Elle a un chapeau sur sa tête et on peut retrouver ce voile d'une couleur bleue tendre. Et on peut retrouver ces tissus différents qui sont représentés dans les habits de cette dame. Et donc, plus tard, plus loin d'elle, on peut retrouver sa sœur Olga. Et encore une fois, sur ce portrait officiel, c'est rarement qu'on peut retrouver la caractéristique personnelle de ces deux personnes. Mais pourtant, Brulov quand même montre les caractères de ces deux dames. Olga est pensive, elle regarde avec attention sur le spectateur et en même temps, sa sœur est bien avec beaucoup d'énergie. Donc, peut retrouver ce contraste avec sa sœur vêtue de bleu. Son voile est plutôt blanc. On peut retrouver également leur petit chien qui suit ses maîtresses et qui les attend. Et également, on peut retrouver ce beau cheval gris qui semble sortir d'un conte de fées et qui nous souligne le fait que ce portrait est vraiment très beau dans tout, dans tous les détails. Brulov nous a bien montré la beauté, la tendresse de ces jeunes femmes et également le beau jour où ces deux filles vont partir pour faire une balade à cheval. Et donc, un autre portrait d'une dame qui Brulov a appelée divinement belle. Donc, il existe un mythe selon lequel chaque peintre doit avoir sa propre muse qui l'aurait inspiré pour sa création. Et donc, Brulov avait sa propre muse, c'était la comtesse Samoilova. Brulov a fait sa connaissance avec elle en Italie. Et grâce à Yulia, il a pu être accepté dans beaucoup de grandes familles d'Italie. Il obtenait des commandes de ces familles. Et la comtesse Yulia, d'origine, était de la famille de Skavrovski. Et l'épouse de Pierre le Grand, avant, elle s'appelait Marta Skangrovskaya. Et la grand-mère de la comtesse était la nièce de prince Potiomkin. Elle s'appelait Yelena Andergard et elle a absolument charmé avec sa beauté et sa grâce le dernier représentant de la famille de Skavrovski. Et c'est ainsi que Potiomkin et Skavrovski se sont réunis. Dans ce mariage a été né deux enfants, dont Maria, c'était la mère de Yulia Skavrovskaya.
euh, la comtesse Samoilova et dont le grand-père a participé beaucoup dans son éducation. Il vivait avec ses grands-parents et donc il a pu obtenir un héritage colossal de son grand-père et de ses grands-mères. Et Yulia était vraiment énormément riche. Elle avait de liens en fait familial avec la famille du tsar. Elle avait des opinions très progressives. Très rapidement, elle a quitté son époux, le comte Samoilov, et la plupart de sa vie, Yulia Samoilova a passé en Italie où elle avait sa propre villa, où elle a beaucoup aidé les musiciens, les compositeurs. Et en particulier, elle était très amie avec le compositeur Pacini, l'auteur de l'opéra Le dernier jour des Pompéi. Et donc, la femme de compositeur est décédée et Julia a aidé à éduquer les filles de ce compositeur. Et ici, on peut voir une de ses filles, deux filles de compositeur. Et donc, a perdu sa mère très tôt. Elle a été éduquée par Julia. Et donc, c'était une femme formidable. Et donc, quand la peinture, le Midi italien a été faite, on a dit à Brulov il faut faire connaissance avec Julia, parce que Julia représentait ce type de beauté italienne. Et donc, Brulov est tombé amoureux de Julia, parce et donc, dans ses lettres, euh, Yulia écrivait Mon cher Grishka. Et donc, lui a commandé plusieurs portraits officiels. Donc, dont un, on voit ici sur l'écran où la comtesse Yulia part et cette, la tête qui est détournée d'une manière très fière sur le portrait. Et Brulov augmente en fait, change la composition du portrait dans le portrait en augmentant la figure en grandissant la figure de Yulia. Elle comme règne au-dessus du monde. Et donc, à Pétersbourg, à l'époque où le portrait a été peint, les balles masquées étaient très à la mode, mais Julia enlève son masque ici pour montrer qu'en fait, elle s'en fichait de l'opinion des autres. Donc ici, on retrouve sa fille adoptive, Massilia, qui se retrouve très, très près de sa mère adoptive. Et aussi, encore, Brulov donne des très belles couleurs. On peut retrouver ici le rouge foncé, pardon, le rouge très dense. Et en même temps, on peut retrouver des taches de rouge foncé sur les habits de Yulia. On pourrait dire qu'elle est vêtue de manière royale parce que on peut retrouver quelques détails qui sont particuliers à la famille royale. Donc, Brulov continue son travail. Il peint plusieurs autres portraits, mais
Pour nous, il est intéressant de comprendre quelle était l'apparence physique du peintre lui-même. Pendant sa vie, il a peint plusieurs autoportraits. On a déjà vu Brûlov très jeune sur la peinture Le dernier jour des Pompéi. Et sur l'un des derniers autoportraits, on peut également le retrouver. Il a été et, peint avant son 50e anniversaire. Donc, Brûlov a beaucoup apprécié les talents des peintres de la Renaissance et surtout de Michelangelo. Michel-Ange, pardon. Et donc, Brûlov, bien sûr, veut peindre une même toile comme le travail de Michel-Ange dans à Rome. Donc, et Brûlov a décoré l'église d'Issakiev de Saint-Pétersbourg qui avait été construit selon le projet de l'architecte français Montferrand. Donc, le destin de l'église d'Issakiev était très long. Donc, on va vous montrer les esquisses faites par Brûlov de cette église. Donc, il a dessiné sur le dôme de l'église, dont l'auteur était très élevé, c'était environ 60 mètres. Et donc, en travaillant sur le dôme de l'église de Isaki, en fait, a eu des conséquences sur la santé de Brûlov parce que les conditions étaient difficiles et il faisait froid, il faisait humide, et donc il est tombé malade. Et donc, Karl a eu beaucoup d'élèves, et donc c'est eux qui sont restés avec lui quand il était malade. Ils l'ont l'entouré. Et donc, Brûlov était un grand peintre de son époque et le grand Karl qui vit entouré de ses élèves. Et l'un de ses élèves se rappelle quand Karl lui a demandé de lui donner un miroir, de lui donner en fait de la peinture. Et donc, Karl commence son autoportrait. Et on peut retrouver ici une personne qui a connu la gloire, la réussite, qui a écrit, qui a peint beaucoup de peintures. Et les critiques du XXe siècle disent que la peinture Le dernier jour des Pompées, c'est l'un des grandes peintures des arts russes. Et ici encore, on retrouve une personne plutôt frêle physiquement, mais dont l'esprit est fort. Et en même temps, vers cet âge, toute personne aurait connu des déceptions, de la fatigue qu'on peut retrouver dans les yeux de cette personne. Donc, les pommettes saillantes, ces taches rouges sur son visage. Brûlov est assis dans un fauteuil rouge. Et encore une fois, on retrouve cette couleur bien peinte, cette couleur rouge avec plein de nuances différentes. Et un autre accent est mis sur sa main, qui avait beaucoup travaillé.
cette main qui paraît lourde et on peut retrouver tous les traits, toutes les veines de cette main. Et en effet, les peintres de cette époque travaillaient 8-9 heures par jour. Et donc, une maladie professionnelle des peintres de cette époque était l'arthrite. Et donc, on peut retrouver ici Karl Brülow avec ses cheveux roux dans un auréole d'une personne créative qui regarde droitement ses spectateurs, qui, avec son regard, il essaie de, en fait, retrouver le sens de tout. Les médecins conseillent de changer de lieu de résidence et du coup, peu de temps après la réalisation de ce portrait, il part sur l'île de Madère. Donc, il rétablit sa santé et finalement, il s'installe en Italie. C'est à Rome qu'il finit ses jours. Comme je l'ai dit au début de la conférence, Brülow adorait l'Italie, il adorait la ville de Rome. Très souvent, il racontait des histoires à ses amis, il parlait de Rome, de sa vie là-bas. Ici, à Saint-Pétersbourg, il avait un cercle qui réunissait des écrivains, des compositeurs, dont notamment l'écrivain Kukolnik, qui n'a jamais été en Italie et il a écrit un récit qui s'appelait Psyché. Et donc probablement ce récit a été inspiré par les témoignages de Karl Brülow, parce que le personnage, c'est aussi un artiste, il est sculpteur. Et donc, l'histoire commence au bord du lac Como. Pardon, en fait, le personnage, ce n'est pas un artiste, mais c'est un jeune médecin. Et du coup, voilà, l'histoire commence avec une histoire d'amour au bord du lac Como, avec la fin tragique, malheureusement. Et de toute évidence, en partageant des épisodes de sa vie, donc Brülow a influencé cette œuvre littéraire, Psyché. Et pour revenir à la peinture, Brülow crée un portrait assez étonnant. Le portrait combine en fait un portrait d'une femme et son autoportrait. Il s'agit du coup du portrait de la baronne Meller Zakomelskaya avec sa fille et l'auteur. Tous les trois sont représentés dans une petite barque. Donc, Madame Meller Zakomelskaya est peinte avec sa fille, tandis que c'est Brülow qui tient des avirons, des rames. Et donc, très souvent, les experts comparent le récit Psyché de Kukolnik avec ce tableau qui a été inspiré par l'amitié avec Yulia Samolova. Et Brülow a raconté à Kukolnik, à l'écrivain, ses propres promenades avec Yulia Samolova, leurs discussions sur l'art. Et ici, nous retrouvons le même image romantique d'une promenade, d'une belle dame, une petite fille, l'héroïne principale a un regard confident qui regarde le spectateur et Recording in progress. И он скончался в
в 852 году в Риме. И он там на протестантском кладбище похоронен. Когда-то это были окрестности Рима, сейчас это уже один из районов Рима, но память об этом замечательном художнике хранится не только в России, но и в Европе. И в галерее Уффици есть зал, где находятся автопортреты самых знаменитых мировых художников. Среди русских мастеров несколько были удостоены этой чести, и этой чести был удостоен Карл Павлович Брюллов. И вот так прошла его жизнь, вот такое великолепное творческое наследие после себя оставляет этот художник, и мы вас приглашаем посетить нашу выставку, которая продлится в Русском музее до мая 2025 года. На этом я благодарю вас за внимание. Если у вас есть вопросы, я с удовольствием отвечу. Большое спасибо, Валентина Александровна Горлова, заведующая экскурсионно-лекционным отделом Государственного русского музея с лекцией Guidée de la maison du musée russe. Merci pour cette conférence sur Karl Brülow. Donc, si jamais vous avez des commentaires ou des questions, bon, je vous laisse un peu de temps et j'en profite pour annoncer notre prochaine conférence. Nous ne connaissons pas encore la date, malheureusement, donc ça reste à définir. Mais nous essayons d'organiser des conférences du musée russe tous les 2 mois, donc en espérant que ça va être février ou mars de l'année prochaine. Et notre donc, prochaine visite sera consacrée à un grand peintre russe, Vassili Surikov, qui fait partie de mes peintres préférés. C'était le peintre de l'histoire russe, si on peut le dire comme ça, le peintre des légendes, des contes de fées russes. Donc, c'est le style russe qui ressort à travers toute son œuvre, qui est peu connu à l'étranger, surtout au public de l'Europe occidentale. Et il est aussi peut-être un peu plus difficile de comprendre ces tableaux parce que justement, cela requiert la connaissance de notre histoire, de notre mythologie. Et donc voilà, nous espérons que la conférence sur Surikov du musée russe fournira des commentaires nécessaires pour justement améliorer cette compréhension. Surikov est très différent de Brülow. Moi, je ne suis pas historienne d'art, donc je ne vais pas me lancer plus loin sur ce sujet, mais déjà, les thèmes des deux artistes sont très différents. D'accord. Bon, pour l'instant, je ne vois pas de questions. Je vous rappelle que vous pouvez en poser par écrit en nous envoyant un petit mail. Donc, les 2 versions de cette conférence en russe et en français seront affichées sur notre chaîne YouTube dans quelques jours, russhouse.be, ainsi que sur notre site web. Et pour l'instant, donc, je tiens à remercier Madame Gorlova et tous les experts du musée russe virtuel. Merci pour cette belle conférence et voilà, je me joins à cette invitation à vous rendre à cette exposition personnellement. Merci encore. Merci Valentina. Merci à vous tous. Merci d'avoir assisté à cette visite guidée. Et voilà, ceux qui peuvent en profiter physiquement en personne, rendez-vous à Saint-Pétersbourg. Vous avez bien le temps jusqu'au mois de mai 2025. Voilà, pour en profiter, pour voir tous ces tableaux de vos propres yeux. Merci encore. Bonne soirée à vous tous et à la prochaine fois. Prenez soin de vous. La plateforme virtuelle du musée russe et de la maison russe à Bruxelles vous souhaite tout le meilleur.